Bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Covid-19 à vos questions. Nous partageons ce plateau avec le docteur Assima Essodome Kalao. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes médecin de la santé publique et directeur préfectoral de la santé d'Aguanivé. Exact. On n'a résolument pas fini de parler de ce virus. Sa propagation est exponentielle. À partir de vendredi, la France part en reconfinement jusqu'au 1er décembre. Nous suivons Emmanuel Macron qui nous dit quelques mesures. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Elle sera même plus importante qu'en mars pour nos petites entreprises fermées administrativement, avec la prise en charge jusqu'à 10 000 € par mois de leur perte en chiffre d'affaires. Les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront quant à eux à bénéficier du chômage partiel. Et nous compléterons par des mesures de trésorerie pour les charges, les loyers des prochaines semaines. Et un plan spécial sera fait pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises qui, je le sais, redoutent plus que tout les prochaines semaines. Alors, docteur, on parle d'une deuxième vague que l'on annonce depuis quelques semaines. Est-ce que nous y sommes déjà ou elle est encore à venir? Je pense que, à l'instar de la France, il y a beaucoup de pays qui sont déjà dans cette seconde vague. Si on se réfère aux chiffres, vous avez vu qu'en France, en 24 heures, on peut recenser près de 5000 cas de Covid-19 avec tant de morts, beaucoup de morts. Et je pense que c'est la tendance actuellement. Quand même vous venez au niveau du Togo, notamment dans le Grand Lomé, il y a également une recrudescence des cas. Au Togo, nous étions pratiquement, actuellement nous sommes pratiquement à 130 cas par semaine, tandis qu'il y a de cela 3-4 mois, on n'était pas à ces chiffres. Donc c'est ce qui explique des mesures draconiennes que tous les pays prennent. Donc à l'instar du Togo, le Togo est également inscrit dans cette dynamique avec des mesures qui sont prises en suivant la tendance épidémiologique. Mais si nous devons toujours parler de la deuxième vague en Europe, pourquoi malgré le port de masque, le lavage des mains, la distanciation sociale et toutes ces mesures barrières, il y a encore des cas d'infection que l'on note? Alors je pense que si c'est avéré, c'est basé sur des faits factuels, si ces mesures sont respectées, il n'y a pas de raison qu'il y ait autant de contamination. Vous voyez, des fois en Occident, en Europe, vous voyez des réunions qui se tiennent où il n'y a pas de respect de distanciation, il y a beaucoup de monde qui traîne beaucoup de foule. Donc pour moi, sincèrement, ces mesures ne sont pas suffisamment respectées. Quand nous voyons également à côté, dans les pays qui nous entourent, il y a également des réunions, il y a même des pays qui ont fait des campagnes électorales comme si de rien n'était, et alors que le mal, il est là, et nous devons prendre toutes les dispositions. Pour moi, pour me résumer sur cette question, les mesures de prévention ne sont pas respectées. C'est ce qui explique cette seconde vague, si on peut s'exprimer ici. Et quand on parle de cette deuxième vague toujours, des spécialistes disent qu'elle est différente de la première, mais cela voudrait dire qu'elle est moins meurtrière. Différente de la première, on ne saurait le dire pour le moment. Ce qui est sûr, les cas sont là. Il y a également autant de décès. Bon, en France, je ne sais pas à quel taux de létalité ils sont. Au Togo, nous sommes autour de 2% de létalité. En France, je n'ai pas fait ces calculs. Mais ce qui est sûr, le danger, il est là et les facteurs de risque sont connus. C'est les comorbidités. Souvent, quand il y a des comorbidités, cette maladie ne pardonne pas. Elle est souvent sanctionnée par des décès. Et les décès, on en compte aussi énormément en Russie. Malgré la hausse des cas, la Russie n'envisage pas un nouveau confinement. On entend le président russe, Vladimir Poutine, qui explique la situation.
Подчеркну, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы сейчас готовы к работе. Malgré une situation épidémiologique difficile, nous sommes nettement mieux préparés à travailler dans les conditions posées par cette pandémie. Les vaccins du laboratoire Vector et du centre Gamaleya fonctionnent efficacement. Maintenant, nous devons établir une production de masse. Ce vaccin a déjà été livré dans toutes les régions. J'espère que nous pourrons commencer la vaccination de masse à la fin de l'année. Les vaccins sont de bons médicaments. L'essentiel est qu'ils soient sûrs et efficaces. Et ces deux exigences sont remplies dans un premier cas et aussi dans le second cas. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае. Alors, il est dit que nous avons 2 vaccins. En tout cas, la Russie a découvert 2 vaccins. Est-ce qu'on peut dire qu'on va exprimer un ouf de soulagement? Oui, ouf de soulagement si ce vaccin est vraiment mis au point. Donc, je pense que pour le moment, nous ne sommes pas encore à cette étape. Mais nous espérons bien que ce vaccin a fait ses preuves et que nos pays également en voie de développement pourront, au moment venu, bénéficier de ces vaccins. Nous savons, je sais quand même qu'au niveau du Togo, à un niveau très élevé, il y a des réflexions qui sont en cours pour que la population puisse bénéficier de ces vaccins au cas où ils venaient à être disponibilisés au niveau du pays. Malgré les scénarios les plus alarmants, l'Afrique reste le continent le moins touché par le virus. Et au Togo, nous avons une courbe qui est, vous avez dit tantôt, 130 cas par semaine. Mais nous ne sommes pas encore dans une situation qui est très alarmante. Moi, je pense que nous sommes dans une situation alarmante, quoi qu'on dise, parce que si nous voyons la progression des cas par semaine, il y a quand même une recrudescence des cas, surtout au niveau du Grand Lomé. Vous avez vu, dans le Grand Lomé, il y a pratiquement 70% des cas proviennent du Grand Lomé. Et les mesures sont prises quand même pour essayer d'endiguer le mal. Donc, vous avez vu hier, au Conseil des ministres, il y a eu... on a levé un peu les restrictions par rapport à l'intérieur du pays, mais au niveau du Grand Lomé quand même, le mal existe et il faudra vraiment faire attention parce que le virus, il est là et il frappe toujours à nos portes. Tant que nous ne portons pas les mesures de prévention, on le paiera cash. On parle du Grand Lomé, mais il y a des zones qui sont à citer telles que Aflaougakli et Bé qui sont les plus touchées. Oui, Aflaougakli et Bé qui sont les plus touchés. Mais il faudra quand même relativiser. Ça, c'est en termes de nombre. Je pense qu'il faut voir ça en fonction du poids de la population. Du poids de la population. 2 cas dans une population de 10 personnes, ce n'est pas la même chose que 3 cas dans une population de 1000 personnes. Donc c'est un peu ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les cas dans le Grand Lomé sont beaucoup plus élevés. Et parler des communes, vous savez, il n'y a pas une frontière entre les communes, mais les frontières entre les pays n'existent même plus pratiquement. Donc, c'est pas les frontières entre les communes qui vont exister. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a un brassage de la population d'une commune à une autre. Et donc, il va falloir faire attention, qu'on soit à Plogakli ou qu'on soit dans la commune du Golfe de ou dans la commune d'Agonivé à Leguasito. Et vous êtes bien directeur préfectoral de la santé d'Agouanivé. Agouanivé qui est aussi touché sévèrement par cette maladie à coronavirus. Oui. Par quoi est-ce que vous expliquez cette propagation de la maladie à Agoué? Oui, Agouanivé, parmi les 39 préfectures du Togo, Agouanivé vient en seconde position après la préfecture du Golfe. Donc Agouanivé fait partie du Grand Lomé, bien évidemment. Donc, comme nous l'avons dit, c'est le manque dans le respect des mesures de prévention, surtout le port du cache-nez. Quand vous allez dans la rue, les gens sont là, sur 10 personnes, peut-être que c'est 2 personnes qui auront porté des cache-nez. Il y a les lieux de loisirs qui s'ouvrent également comme si de rien n'était, le football, les jeux de masse. Les gens continuent par faire les jeux de masse, comme si de rien n'était également. Donc je pense qu'il y a un sursaut de regret quand même de la part de la population, parce que, quoi qu'on dise, il faut
une prise de conscience individuelle et avant la prise de conscience collective. Donc rester dans le respect vraiment des mesures barrières, parce que tant qu'on ne respecte pas ces mesures barrières, on ne paye en cash. Vous savez, dans la région centrale, au moment de la fête de Tabaski, donc les gens ont fait la fête, ils ont fait la fête, et 2 semaines après, il y a un flambé, ça ne pardonne pas. Donc c'est un peu ça, c'est pour dire à la population que tant qu'on ne respectera pas ces mesures barrières, le virus il sera là pour nous rappeler à l'ordre. Vous parlez de responsabilité de tout un chacun, mais ne pourrait-on pas citer également le manque de sensibilisation qui est fait quand je cite à Gonivé, par exemple? Le manque de sensibilisation à Gonivé, je ne saurais le dire, dans toutes les 6 communes, il y a ce que nous appelons les comités de veille. Ces comités de veille sont là et ils font des sensibilisations chaque jour que Dieu fait. Ils sont dans les marchés, ils sont sur la plupart des lieux publics, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent faire. Il y a également le comité préfectoral de la gestion de la riposte qui est là également, qui apporte ce qu'elle peut également aux communes. Et peut-être qu'on nous dira que c'est insuffisant, mais je pense qu'on va quand même toujours continuer par le faire. Dans les formations sanitaires également, un effort est fait pour que ce que nous appelons les IEC, la communication, quand les malades viennent, les usagers viennent, on met un accent également sur le respect de ces mesures barrières et de toute la maladie également. Alors, nous parlons de la riposte également. Qu'est-ce qui est fait concrètement au niveau de la préfecture d'Agué, au-delà de la sensibilisation pour rendre effective cette riposte du Covid-19? D'accord. Ce qui est fait au niveau de la préfecture d'Agué n'est pas tellement différent des directives de ce qui est fait à travers tous les pays. Donc, c'est le prélèvement. On fait le prélèvement des cas, notamment des contacts, des cas positifs. Donc, nous les suivons et nous faisons leur prélèvement à des périodes données, notamment au 7e jour et au 16e jour. Donc, prélèvement que nous envoyons au niveau de l'INH, qui est simplement son technique au niveau de l'INH. Nous prélevons également les cas suspects dans les formations sanitaires. Et donc, ceux qui viennent dans nos formations sanitaires et qui présentent des signes en faveur de cette maladie, donc nous faisons appel à ce que nous appelons les EIR, les équipes d'intervention rapide, donc qui prélèvent ces cas. Nous prélevons également certains voyageurs. Il est bien vrai que, surtout des voyageurs au niveau du pays, il y a certaines institutions qui ont institué, avant que leur personnel ne quitte Lomé, ils doivent quand même bénéficier des tests. Donc nous les appelons, c'est des voyageurs au niveau du pays. Donc nous les prélevons également. Nous prélevons, à part ces personnes, ceux qui viennent également systématiquement, qui veulent faire un dépistage. Nous essayons également de faire des prélèvements parce que le souci de l'État, le souci des autorités sanitaires, c'est d'accroître quand même le nombre de prélèvements. Et les réflexions sont à un très haut niveau pour que les équipes de prélèvement soient renforcées, que dans chaque formation sanitaire du pays, qu'il y ait des équipes de prélèvement. Et donc, quand un malade vient, et bien si un usager vient qui a besoin qu'on le prélève rapidement, on pourra faire le prélèvement sur place que d'appuyer les équipes d'intervention rapide avant que le prélèvement ne soit fait. C'est un peu ça que nous organisons. Il y a également les réunions que nous organisons au niveau préfectoral chaque jour. Et au niveau des communes également, il y a des réunions autour des maires. Et les sensibilisations, comme nous l'avons dit tantôt, dans toutes les mairies. Également le comité préfectoral de la riposte qui organise également des sorties sur le terrain pour des sensibilisations. Et malgré toutes ces mesures, on note toujours des cas de contamination. Est-ce que vous pouvez nous dire à ce jour les lieux de contamination les plus à risque? Les lieux de contamination les plus à risque au niveau... En termes de nombre absolu, c'est la commune d'Agué-Nivé 1 qui vient en tête, suivi de la commune d'Agué-Nivé 3, suivi de la commune d'Agué-Nivé 5, celle d'Agué-Nivé 2. Mais si nous voulons rapporter ça au taux d'attaque par rapport au poids de la population, c'est la commune d'Agué-Nivé 3 qui vient en tête. Commune d'Agué-Nivé 3, celle de Vaposto qui vient en tête, suivi de la commune de Lebasito. Mais comme je le disais tantôt, les frontières ne sont pas hermétiques. Il y a un brassage de la population.
Je peux quitter Agogne 1 et arriver à Agogne 2 tout de suite, c'est Agogne d'arriver à Agogne 5 tout de suite. Donc, c'est vraiment relatif. On doit se dire que le mal, il est là, dans le Grand Lomé, dans le pays, et que nous devons faire vraiment attention. Mais tout en n'oublions pas également de mener des actions spécifiques dans les communes où le taux d'attaque est vraiment élevé. Et qu'entendez-vous par ces actions spécifiques? L'action spécifique, c'est de renforcer la sensibilisation. Sensibilisation surtout des groupes dans les marchés surtout, les groupes dans les marchés, sensibilisation également dans les centres de santé. Et donc, multiplier au fait les sensibilisations. Donc, ne pas juste s'arrêter, dire nous programmons 1 ou 2 sensibilisations par semaine. Donc, aller au-delà et multiplier les sensibilisations, faire beaucoup de groupes et amener les populations à respecter vraiment ces mesures de prévention qui sont vraiment nécessaires pour limiter les contaminations. On passe des jours et des heures à en parler sur les médias. Presque tous les jours, on en parle. Mais on constate, comme vous l'avez dit tantôt, quand on passe dans les rues, les masques qui sont sous les mentons. À quoi est-ce que cela est dû, selon vous? Bon, nous pensons que c'est que les gens s'en foutent, au fait. Ils se disent, jusqu'à présent, il y a beaucoup qui se disent que cette maladie n'est qu'une invention. Donc ils s'en foutent éperdument de ces mesures barrières. Et je pense que c'est ce qui nous amène également à avoir ces flambées au niveau du Grand Lomé et aussi à travers tout le pays. Nous devons appeler toute la population à savoir que le mal existe vraiment, elle est dans notre communauté, elle frappe à nos portes, elle est partout parce que la transmission communautaire prend de l'ampleur et c'est le credo qu'on peut lancer à toute la population dans la lutte contre cette maladie. Nous allons suivre le coordonnateur national de la gestion de la riposte qui nous fait le point de la situation à quelques jours de la rentrée scolaire. 127 cas de Covid-19 diagnostiqués cette semaine, 57 patients guéris et 3 décès. La courbe de contamination de la pandémie est en pleine évolution au Togo et surtout dans la capitale Lomé. Entre hausse de cas et reprise des classes, le Togo joue à la carte de la prudence. Il y a des efforts qui sont faits sur l'organisation communautaire où la santé va se rapprocher de la population, c'est-à-dire une organisation au niveau des quartiers, mais aussi l'administration, comme l'a expliqué pour l'enseignement, au niveau des écoles, au niveau des cultes religieuses, savoir comment réagir très vite. Une stratégie méthodique et progressive du gouvernement, non seulement à la veille de la rentrée scolaire, mais également pour de probables reprises des activités religieuses. Désormais, au stade communautaire, la pandémie reste non maîtrisée, d'où l'accent sur la sensibilisation. Au niveau individuellement, au niveau familial, il faut qu'on évite de garder les cas sans les signaler. Même si ces cas peuvent être gérés à domicile, il faut que ça soit organisé par le personnel médical et qui doit passer souvent les visiter pour éviter que ces personnes contaminent d'autres personnes autour d'elles. Port de masques de protection, distanciation sociale, lavage régulier de mains, des gestes qui sauvent et qui font objet d'une recommandation de la Coordination nationale de gestion de la riposte au Covid-19. Comme le dit le coordonnateur national de la riposte, la sensibilisation. Mais est-ce qu'on peut dire que la sensibilisation ne suffit pas? Parce qu'on note un cas d'une flambée, comme il l'a dit. Oui, est-ce que la sensibilisation ne suffit pas? Je dirais non. Plutôt, il faut renforcer cette sensibilisation. Il faut renforcer ce qui est déjà fait. C'est ce que nous faisons déjà depuis pratiquement 7-8 mois. Tous les acteurs sont sur toutes les chaînes, envoyés toutes les chaînes pour sensibiliser la population. Au niveau communautaire également, il y a des actions qui sont entreprises à travers les mairies, les comités de veille, les chefs cantons, au niveau préfectoral également. Il a dit également il faut une prise de conscience au niveau individuel. Il y a la sensibilisation, c'est vrai,
Mais si je me dis que cette maladie n'existe pas, la sensibilisation n'aura aucun effet sur moi. Donc il faut d'abord une prise de conscience individuelle et au niveau de la famille et au niveau de la communauté. C'est ce qui peut vraiment nous être salutaire. Donc la sensibilisation, hein, tenter vraiment de convaincre ceux qui ne sont pas encore persuadés de l'existence de cette maladie ou bien de l'efficacité des mesures barrières. Il faut vraiment qu'on essaie d'agir toutes ces personnes cibles. Pour vous qui êtes médecin de la santé publique, vous êtes sur le terrain en contact avec les cas confirmés. Est-ce que tout le monde est, parmi ceux qui sont contaminés, est-ce qu'ils sont pleinement conscients de ce qui leur arrive? Malheureusement, il y a certains qui ne sont pas du tout convaincus. Très souvent, c'est les voyageurs, parce que le pays a instauré un système, un protocole sanitaire. Pour tout voyageur arrivé au départ de l'EME, ils doivent être testés. Donc, se portant très bien, quand ils vont faire les tests, les pleinements pour faire le test en vue de voyager, quand on leur dit que le test est positif, la plupart ne sont pas convaincus, ils disent non, qu'ils sont en bonne santé et que c'est pas possible qu'ils soient positifs. C'est le lieu de rappeler aux gens que 80% des malades ne manifesteront aucun signe. Aucun signe. Ils n'auront aucun signe, mais ils continuent pas à transmettre la maladie. C'est très important que les gens puissent le savoir également. 80%. Donc, en bonne santé, apparemment comme vous et moi ici, en train d'animer l'émission, mais aucun signe. Et ils vont continuer pas à transmettre le virus si les mesures barrières ne sont pas respectées vis-à-vis de leur père ou bien vis-à-vis des personnes qui sont proches d'eux. Ça se paie cash. Est-ce que cela est dû à la mutation de la maladie? Parce que normalement, on note les symptômes tels que la toux, les maux de tête, et que sais-je encore. Non. Je pense que si 80% ne présentent pas de signes, ça veut dire que c'est 20% autres présenteront des signes. Et donc, comme signe, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup plus la fièvre, les maux de tête, les maux de gorge, la toux, où il y a également la perte de l'odorat qui revient souvent. Mais nous notons que 80% des cas ne présenteront aucun signe. Et 80%, ces 80 qui ne présentent aucun signe, ils transmettent la maladie. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de signe qu'ils ne transmettent pas la maladie. Donc, d'où vraiment l'intérêt des mesures barrières, surtout les mesures de distanciation physique, les mesures de port de masque et autres. Mais comment expliquez-vous scientifiquement que les 80% ne manifestent aucun symptôme? Alors, c'est généralement lié à l'immunité. Toutes les personnes n'ont pas les mêmes. L'immunité, c'est la défense de l'organisme. Comme nous disons, c'est les globules blancs, c'est les soldats que nous avons dans notre organisme et qui vont aux défenses quand ils sont attaqués. Donc, c'est comme l'armée de notre organisme. Tant qu'il y a un terroriste qui attaque le Togo, les soldats sont là pour riposter. C'est un peu ça. Mais il s'est fait qu'il y a certains malades, certaines personnes par rapport à certaines maladies qui diminuent l'immunité, ils sont plus à même de manifester les signes parce que leur immunité étant défaillante. Donc, c'est le cas, par exemple, des malades qui ont le VIH-Sida, les maladies chroniques, généralement chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle et autres maladies cardiovasculaires. Et pour les diabétiques également? Oui, pour les diabétiques, je l'ai dit également, diabétiques, hypertendus, VIH, l'asthme, en tout cas les maladies chroniques généralement. Est-ce que dans la préfecture d'Agoué, puisque c'est là où vous intervenez principalement, oui, les cas confirmés, il y en a qui refusent d'avoir recours aux soins médicaux et qui restent chez eux à la maison? Oui, il y a des cas confirmés, comme nous l'avons évoqué tantôt, qui ne reconnaissent pas. Ils disent non, c'est pas possible qu'ils aient cette maladie. Et très souvent, ils refusent d'aller au centre de prise en charge. Donc, quand ces cas se présentent, nous référons à la FOSAP. Il y a une FOSAP, la force antipandémique, au niveau de la préfecture d'Agoué. Donc, nous leur faisons appel très souvent qu'ils nous viennent en aide et on arrive quand même
à traquer, si je peux le dire ainsi, ces cas véreux. Bon, ils ne sont pas nombreux, ces cas véreux qu'on amène au centre de prise en charge. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a on ne peut pas le dire, sachant que la préfecture ou bien cette commune est de plus en plus touchée. Et il y a une difficulté à contenir le virus à ce niveau. Au niveau de la préfecture? Oui. Non, difficulté à contenir le virus au niveau de la préfecture, non. Mais la tendance, elle est là. C'est qu'il y a beaucoup de cas dans le Grand Lomé. Donc, le Grand Lomé est constitué de 2 préfectures, Agogne-Nivé et Golfe. Et nous disons dans notre analyse que la recrudescence des cas est liée au fait que les gens ne respectent pas suffisamment les mesures de prévention liées à cette maladie. Et donc, comme action, c'est de mener des sensibilisations pour pouvoir inverser la courbe. Donc, actuellement, nous sommes pratiquement à 120-130 cas par semaine. Si nous pouvons arriver à travers ces mesures, arriver à autour de 180 cas par semaine, je pense que ça sera également un bon début. Si on parle toujours de cette flambée que dit le coordonnateur national, alors que nous sommes à la veille de la rentrée, ne trouvez-vous pas qu'il y a matière à s'inquiéter? Matière à s'inquiéter, c'est vrai, mais je pense que les dispositions sont prises et à un très haut niveau. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a notamment un protocole sanitaire qui est rédigé. Je pense que c'est par rapport à cela que la rentrée des élèves a été reportée. Et depuis le 26, c'est la rentrée académique, c'est les enseignants qui ont d'abord pris service. Et cette première semaine est réservée à briefer le personnel enseignant sur ce protocole sanitaire. Donc ce protocole sanitaire est destiné à réduire le risque de contamination en milieu scolaire à cette reprise à cette rentrée scolaire. Donc ce protocole sanitaire est bien là et les enseignants au cours de cette semaine sont en train d'être briefés sur ce protocole. Et je pense que si ce protocole est bien respecté, nous pouvons nous targuer de dire qu'il n'y aura pas d'infection en milieu scolaire. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails de ce protocole sanitaire, sachant qu'il y a encore plusieurs parents qui s'inquiètent et qui doutent encore à envoyer les enfants à l'école? Alors, ce protocole sanitaire, il est à différents niveaux. Il y a d'abord la responsabilité des parents. La responsabilité des parents, c'est de veiller à la maison que si votre enfant a le corps chaud, de ne pas le laisser aller à l'école. Aussi, acheter les masques. Disponibiliser les masques à leurs enfants, donc au moins un ou 2 masques pour la journée, avant que les enfants n'aillent à l'école. Veillez également à avoir des ustensiles individuels pour chaque enfant, pour qu'il n'ait pas à aller utiliser les ustensiles des revendeuses au niveau de l'école. Ça, donc les parents doivent jouer un rôle essentiel dans ce protocole sanitaire. Donc surtout si l'enfant est malade, ne pas laisser l'enfant aller à l'école. Maintenant, au niveau de l'école, les dispositions également seront prises. C'est le lavage des mains. Le lavage des mains avant de rentrer en classe. Le lavage des mains quand on va aux toilettes, systématiquement, on doit se laver les mains. Quand on finit de manger, on doit également systématiquement se laver les mains. Ne pas se serrer les mains, ne pas faire des embrassades entre élèves. En récréation également, les dispositions sont prises pour que les enfants ne se touchent pas, qu'il n'y a pas de contact entre les enfants. Et dans chaque école, il y aura également ce que nous allons appeler un point focal Covid, donc qui sera là, qui sera chargé de veiller au respect des mesures barrières au sein de l'établissement. Voilà un peu les différentes rubriques de ce protocole sanitaire qui, à ma foi, est un protocole très satisfaisant s'il est vraiment respecté. Et nous n'aurons pas de contamination au sein de nos établissements scolaires. Alors dites-nous, malgré toutes ces sensibilisations dont on vient de parler, et s'il y a toujours des cas de contamination, est-ce qu'on peut dire que c'est la sensibilisation qui est mal faite ou c'est la prise de conscience qui est plus forte que toute autre chose? Bon, je pense que du côté de la sensibilisation, tous les acteurs font quand même l'essentiel, de donner l'essentiel des informations, donc notamment sur les mesures de prévention. Mais on ne doit pas baisser la garde, on doit toujours continuer à faire cette sensibilisation. Maintenant, au niveau de la population,
Et je pense qu'il y a un relâchement. Un relâchement, sinon les gens, les informations, même quand nous allons au plus en profondeur de l'intérieur du pays, les gens ont l'information. Les gens savent aujourd'hui qu'on doit porter un cache-nez. Actuellement, porter un cache-nez avant de quitter sa maison, c'est comme porter une montre avant de quitter la maison. Donc, c'est au niveau de la population, elle doit prendre quand même cette conscience de respecter vraiment ces mesures, ces mesures barrières, ces mesures de prévention et communiquer autour de nous. Chacun doit être un élément sensibilisateur au fait. Donc, on doit communiquer autour de nous. Moi, dans ma famille, je dois pouvoir communiquer avec ma famille. Ma famille également doit communiquer, peut-être au service, mon épouse, mes enfants doivent également communiquer avec leurs collègues, ainsi de suite, et ça pourra faire tâche d'huile. Alors, que jugez-vous de plus important à savoir aujourd'hui quand on parle de la sensibilisation? Parce qu'on a suffisamment parlé du sujet, oui, mais reste-t-il encore à aborder? Voilà. Pour moi, ce qu'il faut savoir sur la sensibilisation, d'abord, c'est que cette maladie existe. Elle existe bel et bien. Pour preuve, il y a pratiquement 2238 Togolais, en tout cas, résidents sur le sol togolais, personnes résidant sur le sol togolais ont été en contact avec ce virus et en ont fait la maladie. Et heureusement, près de 1600 ont pu guérir. Et nous avons actuellement près de 564 cas actifs. Cas actifs, c'est des cas qui sont dans nos services de prise en charge. Malheureusement, nous avons perdu 54 personnes. Donc, cette maladie, elle existe bel et bien. Qu'est-ce qu'il faut encore savoir sur cette maladie? C'est les voies de contamination. Donc, c'est à travers les flux que nous recevons sur les yeux, dans les narines et dans la bouche. Donc, si nous recevons ces flux qui contiennent des particules virales du Covid-19, nous pouvons faire la maladie. Donc, c'est la voie de contamination. Ce qu'on doit savoir également, c'est que 80% des porteurs de ce virus ne présenteront aucun signe. Donc, ils seront comme vous et nous. Ils vont vaquer librement à leurs occupations. Ils iront au service. Donc, ils vont effectuer normalement tous les actes de la vie. Et malheureusement, ils vont contaminer les personnes si les mesures barrières ne sont pas respectées. Donc, tenant compte de ces faits, de la voie de contamination et du fait que 80% des malades ne présenteront aucun signe, donc il est important de mettre l'accent sur des mesures de prévention que nous appelons les mesures barrières. Donc, que je peux rappeler, c'est le lavage des mains avec de l'eau ou de l'eau et du savon, voilà, et du gel hydroalcoolique également. Le port de masque, il est très essentiel. On doit également éviter d'être en contact, donc distanciation physique d'au moins 1 mètre. Si on doit tousser, le faire dans le creux du coude, ou bien éternuer également dans le creux du coude. Voilà un peu les mesures de prévention dont il ne faut jamais se lasser. Les basiques. Alors, sachant qu'il y a 80% de la population qui ne présente aucun signe. Pas de la population, 80% des malades. Des malades, voilà, autant pour moi. Est-ce qu'on doit envisager un dépistage général de la population? Dépistage général de la population, bon, c'est pas encore dans la stratégie au niveau du pays, mais comme je vous le disais tantôt, actuellement, il y a des réflexions de très haut niveau pour démocratiser, pour déconcentrer les prélèvements. Donc, actuellement, si vous venez au niveau de la préfecture d'Agogne-Yvé, nous avons deux sites de prélèvement. Donc, nous avons le site du CMS à Agogne-Yvé, Centre médico-social d'Agogne-Yvé, et du Centre médico-social de Kakaveli. Donc, c'est les deux qui sont là, qui font les prélèvements, donc qui se déplacent également pour aller ici dans une clinique, il y a un cas suspect, ils vont faire des prélèvements. Dans un centre de santé, s'il y a un cas, ils vont également pour faire des prélèvements. Alors, je le disais, il y a un très haut niveau de réflexion qui sont en cours pour déconcentrer cela. Donc, il faut que dans chaque formation sanitaire, on puisse faire le prélèvement et faire le test. Donc, ça sera comme le paludisme, ce que nous appelons le TDR, le test de diagnostic rapide de paludisme. Vous venez dans un centre de santé, vous faites la fièvre, le médecin ou bien l'agent de santé suspecte le paludisme, il dit on va faire le test de paludisme pour voir, pour écarter le paludisme, et après on peut faire d'autres explorations. Voilà là où les plus hautes autorités veulent amener cette lutte, donc pour déconcentrer vraiment
cette gestion, la gestion de la riposte, et ça va accroître également le nombre de prélèvements et qui pourront traduire réellement si nous avons encore beaucoup plus de cas comme ce que nous avons actuellement. Avec le manque de prise de conscience qui est noté et toutes les conditions qui nous entourent, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui considèrent que la plupart de la population va être contaminée d'ici la fin de ce virus-là? La plupart de la population sera contaminée d'ici la fin de ce virus. Je ne saurais le dire, mais ce que je sais, si nous respectons les mesures de prévention, il ne sera pas possible que la plupart puissent être antennes. Nous sommes au Togo près de 7-8 millions, hein, mais depuis là, on n'a que 2240, 2138 cas contaminés. Mais là aussi, dans les 2238 cas, il y en a qui ont fait des recontaminations, mais pas beaucoup en tout cas. Donc dire que toute la pression sera atteinte, je ne crois pas du tout. Mais il y a aussi un prix à payer pour ça, c'est renforcer la sensibilisation pour amener la population à prendre conscience et à respecter les mesures de prévention. La sensibilisation, elle est faite dans les marchés, mais il n'empêche qu'elle n'est toujours pas respectée. Il y a un relâchement qui est de tout niveau, et plus essentiellement dans les marchés aussi. Et si tout le monde n'est pas contaminé, ne trouvez-vous pas qu'il y a matière à donner raison à ceux qui considèrent que la maladie, elle n'est pas vraiment réelle? La maladie est vraiment réelle. Parce qu'il devrait y avoir beaucoup plus de cas, sachant que dans les marchés qui sont ouverts. Mais vous savez qu'au niveau des marchés, quand même, il y a un système de veille. Vous savez, depuis avril, avant d'avoir accès à un marché, tu dois porter le marché. Que tu sois vendeur ou acheteur, il faut avoir un masque. Le lavage des mains également, quand vous allez au niveau des marchés, il y a des dispositifs de lave-mains. C'est ce qui est pris comme mesure, mais dans la réalité des faits. Bon, je pense que dans la réalité des faits, il y a des comités de veille qui sont là et qui veillent à ce que ça puisse se faire. Ce qui est sûr, ceux qui vont au marché, ils sont surtout dans la population. C'est eux qui viennent également dans les centres de santé. C'est eux également qui sont des fois suspectés, qui viennent dans les centres de santé et qui sont prélevés. Donc, bon, selon moi, au niveau des marchés, quand même, les dispositions sont prises pour le respect de ces mesures barrières. Parce que quand vous allez au marché même, il y a souvent les agents de la FOSAP qui sont là, qui veillent au grain et qui n'hésitent même pas à sanctionner les gens. Vous savez, il y a des amendes qui sont données également dans les marchés. Et les amendes ne vont pas pour autant empêcher le virus de se propager. Oui, les amendes ne vont pas empêcher le virus de se propager, mais les amendes vont contraindre les gens à respecter les mesures barrières. Alors, dites-nous, on se doit de se le rappeler, les lieux de contamination, à part les marchés, les lieux de culte sont réouverts, sans doute, mais est-ce qu'on ne doute pas qu'il y ait ces lieux qui continuent de favoriser la propagation du virus? Les lieux de culte et les marchés. Les lieux de culte et les marchés, oui. Bon, c'est pourquoi quand vous voyez au niveau des lieux de culte, il y a une réouverture progressive. Dans un premier temps, au niveau du pays, on a recensé certains lieux de culte qui ont ouvert. Maintenant, vu le profil, vu ce qui se passe au niveau du pays, le contexte épidémiologique, les lieux de culte qui sont à l'intérieur du pays, ils ont été rouverts tous. Au Conseil des ministres d'hier, nous les avons apprises. Donc, à l'intérieur du pays, tous les lieux de culte sont rouverts. Mais au niveau de Lomé, vu la progression, en tout cas les flambées des cas, je pense que le gouvernement, sûrement après avis du conseil scientifique, a décidé d'aller progressivement. Donc, à part les lieux qui étaient ouverts récemment, il y a d'autres lieux qui vont venir s'ajouter, mais pas tous en même temps. Docteur Kalao, vous insistez aussi sur le paludisme, même si on n'est plus totalement dans le contexte du Covid, oui. Mais qui dit que le Covid nous fait oublier le paludisme? Alors, nous sommes à la fin de cette émission, on en touche quelques mots avant que l'on nous clôture. D'accord, le paludisme également constitue un fléau dans notre pays. En effet, il constitue le premier recours aux soins dans nos formations sanitaires
Donc, il y a beaucoup de milliers de Togolais qui en souffrent et également beaucoup de milliers en meurent au Togo. Donc, par rapport à la lutte contre le paludisme, une des interventions efficaces, c'est l'utilisation des moustiquaires. Donc, pour atteindre la couverture sanitaire universelle en matière de lutte contre le paludisme, les partenaires et le pays ont décidé de faire des campagnes de distribution des moustiquaires chaque 3 ans. Donc, depuis 2011-2012, chaque 3 ans, le Togo organise une campagne de distribution de moustiquaires. Donc, la dernière en date était en 2017. Donc, bien évidemment, cette année, il y a une campagne de distribution des moustiquaires qui est en cours. Elle a démarré effectivement le jeudi passé, ça fait une semaine, jour pour jour, le 22 octobre, et elle prendra fin le lundi prochain, le 2 novembre 2020. La stratégie, c'est laquelle? C'est le porte-à-porte. Il y a des agents dénombreurs et distributeurs qui vont passer de ménage en ménage, donc pour dénombrer les couchages. Les couchages, c'est le lieu où l'on dort souvent, on se couche souvent la nuit pour dormir. Donc dénombrer les couchages et donner les moustiquaires en fonction des couchages et dans chaque ménage. Donc nous prions ainsi la population de recevoir nos agents dénombreurs et distributeurs qui vont passer de maison à maison. Et le week-end prochain, ça sera le dernier week-end, donc samedi, dimanche, que les gens fassent un effort de rester à la maison ou bien avoir des représentants des ménages pour pouvoir bénéficier de ces moustiquaires. Docteur Assima Isodom Kalao, vous êtes médecin de la santé publique et directeur préfectoral de la santé d'Aguenivé. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Tout le plaisir était pour nous. Bonne soirée chez vous et restez fidèles au programme sur les chaînes qui transforment vos vies.